D'abord, pourquoi ce thème du désamour de la fonction managériale? Oui, en partageant notre constat à nous, puisque l'idée, c'est que Gymnase, c'est un organisme de formation, et chaque année, entre nos actions présentielles, distancielles, e-learning, on accompagne environ 3500 managers. Quand on parle de managers au Gymnase, c'est des managers de niveau, donc des managers de proximité, ceux qui accompagnent les équipes sur le terrain. Ça qu'on va faire vient de toutes les rencontres qu'on a avec eux. Donc, soit c'est remonté par le biais des formateurs qui nous font remonter ça, soit par nous-mêmes, Valérie et moi, qui continuons d'animer à la marche certains ateliers. Ce que nous disent les managers, c'est qu'ils ressentent une pénibilité à exercer la fonction managériale qui peut se traduire par de la fatigue, une forme de lassitude, parfois du découragement, mais qu'en même temps, ils conservent l'envie de bien faire. L'envie de bien faire, c'est se mobiliser pour l'équipe, c'est remonter les manches en cas de situation difficile, avec un véritable engagement individuel à le faire le mieux possible. Et ce constat-là, c'est ce qui nous a amené à nous interroger sur le sentiment qu'on va appeler d'usure que vivraient, je le mets encore en conditionnel, les managers. Pour parler d'usure professionnelle, on s'est tout de même penché sur une définition. On en a trouvé deux auprès de l'ANACT et de Malakoff Humanis, qui vont toutes les deux parler d'un processus d'altération lié à des contraintes de travail, qui vont parler d'une pénibilité qui peut être liée à l'organisation de la fonction ou au parcours professionnel du salarié. Et avec ces deux définitions, on s'est dit qu'effectivement, on était bien dans le sujet. On parle bien de ça. On commence l'enquête. Donc, on va chercher dans les médias, dans la presse, autour de nous, des éléments pour lesquels on s'est rendu compte qu'usure professionnelle était massivement évoquée pour les collaborateurs, pour les dirigeants, mais beaucoup plus timidement pour les managers de proximité. C'est un constat assez déroutant, d'autant que si vous tapez par exemple sur Google, parce qu'on l'a fait, usure professionnelle manager, les requêtes qui nous sont proposées vont toujours dans le même sens, c'est comment le manager peut-il prévenir, anticiper l'usure professionnelle des salariés. On n'est jamais sur le manager lui-même. Paradoxe, et d'autant plus étonnant, quand on discute avec nos clients, quand on répond à des cahiers des charges, on décrit les managers pourtant avec des mots très forts et des métaphores très fortes, telles que le manager de proximité, c'est la courroie de transmission entre la direction et le terrain, c'est la clé de la performance économique, c'est le moteur de la production commerciale, c'est le référent bien-être de l'équipe, c'est le garant de la QVT en entreprise. Et donc, c'est cette antinomie qui nous a fait nous poser cette question. L'usure des managers serait-elle niée ? Voilà. Est-ce que c'est un sujet tabou ? Est-ce que c'est mis de côté ? On ne sait pas. Nous pensons que non. Mais le sujet laisse peu de place à la nuance parce qu'on se rend compte dans nos recherches que les éléments se télescopent. Et c'est assez binaire. Ou tout est très noir, ou tout est bien, mais l'entre-deux n'existe pas. Alors, pour terminer là-dessus, on a aussi des éléments qui nous font dire, en tout cas dans les sondages, que peut-être plus de la moitié des jeunes managers envisagent de démissionner de leur poste. Ça, c'est quand même embêtant quand on sait effectivement quelle est la difficulté à les recruter, à les former, etc. Et dans le même temps, on a 85% des managers qui se disent satisfaits de leur fonction. Donc on est bien là face à un paradoxe, où en tout cas, tout ça relativise ce catastrophisme quant à la désertion des managers. Il n'empêche que nous, on préfère se dire qu'en effet, parce que c'est bien ce qui nous est remonté par les managers, en effet, la mission est devenue difficile, en tout cas, elle est difficile, et on voudrait voir avec vous pourquoi. Évidemment, on a dressé quelques hypothèses. Et alors, du coup, on a choisi de partager avec vous, en tout cas d'approfondir avec vous, trois de ces facteurs. Il y en a plein et tout se recoupe, mais trois de ces facteurs
le facteur attente de l'entreprise, attente de l'équipe, attente très forte, surcharge de travail et manque d'autonomie ou d'impact. Donc le deuxième, c'est la surcharge de travail que nous remontent très 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 régulièrement les managers. Alors une étude de l'APEC disait récemment que les managers, 34% des managers travaillent plus de 50 heures par semaine. Voilà, peu importe le chiffre exact, hein, l'idée c'est vraiment d'attirer l'attention là-dessus. Alors on s'est demandé pourquoi ils travaillaient autant. La première raison, c'est l'injonction du toujours joignable. Quand en formation on dit à un manager que ça vaudrait le coup de bloquer des plages de travail continues pour travailler sur des tâches à valeur ajoutée, etc., quasiment toujours ils nous disent « Ah ben non, mais je peux pas, je dois être joignable ». Donc il y a cette injonction-là. Il y a la raison de la double fonction. On est souvent manager et opérationnel en même temps, opérationnel ou en charge de la gestion de projet. Il y a l'absentéisme, l'augmentation en tout cas de l'absentéisme. Hein, ça n'est une surprise pour personne. Ce qui est très très souvent, les managers de proximité pallient ce manque d'effectifs. Ils mettent très très souvent la main à la pâte, ils font, et donc ça fait évidemment moins de temps pour manager ou de la surcharge. Et enfin, alors il y a la complexité, la complexification du travail, et vous en parliez tout à l'heure hein, dans le chat, toutes ces accélérations, les accélérations de rythme, qui font que les collaborateurs sont très en demande à l'égard des managers, parce que tout doit aller très vite, on a peur de se tromper, on est dans l'incertitude, etc. Donc tout ça explique ce sentiment et ou cette réalité d'en prendre vraiment beaucoup sur les épaules. On a voulu synthétiser tout ça en parlant d'un cercle vicieux. Vous me direz si vous le partagez. Tout commence avec le fait que justement les managers n'ont pas assez de temps pour les raisons qu'on vient de voir hein, à dédier au management. Du coup, n'ayant pas ce temps-là ou ne le prenant pas, on ne sait pas encore, il y a des actions clés, des actions de cadrage, d'accompagnement, d'entraînement, de cohésion qui ne sont pas réalisées. On ne prend pas forcément le temps de fixer de vrais objectifs, hein, de mettre en place des points individuels réguliers, de travailler en résolution de problèmes, etc. Donc ça, c'est pas fait. Si c'est pas fait, ça veut dire qu'on est confronté à des difficultés opérationnelles, qu'il y a des dysfonctionnements, des tensions, etc. Et du coup, de plus en plus, pour le manager, de situations difficiles à gérer. Et là, ça y est, c'est reparti. Qui dit situation difficile à gérer veut dire du coup moins de temps pour le management, etc. Et on est bien dans ce cercle vicieux. Finette, vous dites on multiplie les réunions et en même temps on nous dit qu'on n'est pas assez sur le terrain avec nos équipes. Oui, c'est toute la difficulté, tout ce paradoxe et toutes ces injonctions paradoxales que vous souleviez tout à l'heure. Je crois que c'était Clément qui soulevait ça. Donc sur la première piste de la reconnaissance, hein, le fait de considérer les choses, on va mettre en place l'idée que la hiérarchie et les interlocuteurs RH ont fait large, on va être le pivot, le pilier d'un certain nombre d'actions pour mettre ça en exergue. Par exemple, se dire que rendre tangible et visible le travail effectué par les managers peut prendre la forme simple, entre guillemets, de donner des feedbacks positifs, étayés sur les actions et les résultats obtenus. C'est-à-dire que dans l'idée de favoriser un sentiment d'auto-efficacité et d'auto-reconnaissance des managers, ces feedbacks, on va s'attacher, quand on est le hiérarchique ou l'interlocuteur RH, à relier toujours les résultats aux compétences, aux qualités du manager et de se dire, mais pas quel aspect spécifique du travail du manager, le travail de l'équipe, le travail du projet a été favorisé, a été enjolivé. On peut impliquer les managers dans des décisions importantes et on va aller les chercher, on va questionner, leur demander sur quoi ils aimeraient être sollicités et dans quel but, pour pas tout prendre et tout accepter, mais valider avec eux cette co-construction. On peut aller provoquer la reconnaissance de la part des équipes, de la part des clients,
par exemple en organisant des réunions d'équipe, en organisant des événements internes ou externes, lors desquels le but du jeu, c'est de mettre les managers à l'honneur, leur réalisation et leur contribution. On ne parle pas de personnes, on parle de contribution. Et une autre action que l'on voit, alors timidement encore chez nos clients, mais qui commence à apparaître, c'est le fait de donner véritablement la parole au manager en allant systématiser des enquêtes de satisfaction pour faire remonter ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré et vraiment avoir un recueil des besoins de chacun des managers. Je vous laisse prendre en photo si vous voulez ce slide-là ou de réagir dans le chat. Et donc la deuxième piste, elle va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, c'est la piste des autorisations. Alors, comme pour les points que Catherine vient de soumettre, ce sont des choses qu'on observe chez nos clients ou qui sont en projet chez certains d'entre eux ou dans des entreprises. On a checké finalement ce qui nous paraissait être de bonnes initiatives dans les entreprises. Et donc, dans ces pistes-là, il y a la piste des autorisations. Alors là aussi,